Le patrimoine dansant en Bretagne est extrêmement riche. Il faut savoir qu'on a presque autant de danses qu'on a de communes, à quelque chose près. Les communes, en fait, regroupaient entre elles, à niveau des modes vestimentaires, des styles musicaux, des façons de danser, formaient en fait des terroirs. Un terroir représente un style, représente une âme propre à ce terroir. Et ça a amené en fait une très très grande diversité au niveau du paysage dansant en Bretagne. Alors il y a deux grandes particularités qui sont déjà la Haute et la Basse Bretagne, donc les deux régions fondamentales de Bretagne. Mais à l'intérieur de ces deux régions-là, comme je le disais, il y a tous ces terroirs-là. Tous ces terroirs variant même d'une génération à l'autre dans le style, dans l'évolution de la danse. Et ça amène aujourd'hui une richesse incroyable au niveau de la danse bretonne. Si on essaie de définir un petit peu le territoire de la Basse-Bretagne, qui est quand même assez vaste, on pourrait dire que, bon, c'est historique à peu près depuis le VIe siècle, les évêchés, les quatre évêchés, en l'occurrence le Bro-Léon, Bro-Dréguer, Bro-Guerney, donc la Haute-Cornouaille, et le Bro-Éreg, avant, qu'on appelle maintenant le Bro-Junette, le Pays Vantais, on peut dire que ces quatre évêchés subdivisent un grand territoire. Et ce grand territoire, qu'on nomme la Basse-Bretagne, Brésil en breton, a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il a une langue qui est différente, donc, vu qu'il est sur la partie ouest, de la partie est, qu'on nomme la Haute-Bretagne, Brésuel, ou le Pays Gallo, nommé souvent aussi comme ça, par rapport à sa langue très différente. Alors la Basse-Bretagne s'est construite petit à petit avec ses quatre évêchés, mais il faut savoir que chaque évêché, depuis une période un petit peu plus contemporaine, peut-être, il faut être très prudent, peut-être après la Révolution française, par rapport à la fragmentation des modes vestimentaires, a donné des, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, enfin on les nomme des brouillous actuellement, des pays, mais peut-être des regroupements de populations qui, entre elles, ont ressenti des affinités, soit au niveau enfin de la langue, mais plus exactement du langage, d'une certaine dialectale, également par rapport au mode vestimentaire, pour ce... Alors je ne sais pas si les gens se sont regroupés en petits territoires, ou c'était simplement pour se différencier des autres territoires autour. Ce qui est sûr, tout au moins, c'est que depuis la guerre 39-45, ça c'est étonnant, mais les associations, les regroupements culturels, les centres culturels, et puis toutes les associations culturelles actuelles de danse, de musique et autres, ressentent sûrement un besoin d'être différents, de se différencier des voisins. Ça c'est clair. On ne sait pas si cette différenciation était si marquée autrefois d'un grand territoire par rapport à un autre grand territoire. C'était, je pense, plus dans le milieu paysan, essayer d'être différent des gens de la paroisse voisine, parce qu'entre les paroisses, il y avait quand même, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais il y avait un besoin de s'affirmer et de ne pas être semblable à son voisin qui habitait pas très très loin, mais quelques lieues quand même, qu'on faisait à cheval ou à pied autrefois. La Haute-Bretagne, de par sa situation géographique certainement, sa mentalité, sa culture, sa langue, a toujours été ouverte aux influences extérieures. Des influences qui venaient à la fois de l'Est, bien sûr, et aussi de la façade maritime. Même si c'est heureux que le breton a été parlé en Haute-Bretagne jusqu'environ le XVIIe siècle, notamment dans la région de Saint-Brieuc, et aussi dans la presqu'île guérandaise jusqu'au tournant du 19e, 20e siècle. En fait, la langue principale, la langue réelle de la Haute-Bretagne, c'est le gallo. C'est une langue qui appartient à la famille des langues d'Oïl, naturellement. C'est une langue romane, avec des influences celtiques notamment. Dans ce qu'on appelle le domaine des arts et traditions populaires, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure, de par sa situation géographique, la Haute-Bretagne était beaucoup plus que d'autres pays ouverte aux influences, tout ce qu'on appelle la mode naturellement. Alors bien sûr, cela vaut pour la tradition dansée, principalement. Cela vaut aussi pour l'accompagnement musical. Mais bien sûr, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une mode nouvelle arrivait, elle ne supplantait pas la mode ancienne. Et en fait,
on a une tradition tout à fait spécifique qui tient compte à la fois du substrat ancien et de l'apport nouveau. Alors tout ça, bien sûr, ça tient pour la danse, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça tient aussi pour la musique, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, mais aussi pour le mobilier, pour le costume féminin, principalement plus que pour le costume masculin, qui lui est passé à la mode directement, pour l'habitat et aussi pour le mobilier. Donc la Haute-Cornouaille, grand territoire qui s'appuie sur les contreforts des monts d'Arrée dans la partie nord, partie sud est ce qu'on appelle Ménesdu en breton, les montagnes noires, et ce grand territoire fait honneur à une danse issue du fond très ancien, qu'on a appelé pendant longtemps la danse à drô ou danse-trot tout au moins, et qu'on a appelé beaucoup plus récemment la gavotte à la mode de la montagne, en référence justement aux monts d'Arrée et aux montagnes noires. Or, particularité très forte quand même de cette gavotte, c'est qu'elle représente quand même la force communautaire des gens à la campagne, et cette ronde était toujours pratiquée depuis très longtemps en ronde fermée, où on mélangeait en fait toutes les générations. Alors on l'appelle gavotte, danse-trot. Particularité importante aussi, c'est qu'elle s'effectuait toujours en suite tripartite. Première partie, une partie de repos et une deuxième gavotte pour terminer cette suite de danse. Alors en Haute-Cornouaille, en fait, il y a vraiment la danse-trot, qui est la danse principale, donc cette danse en 3 parties. On va trouver aussi d'autres danses, je ne sais pas si on peut les appeler occasionnelles, circonstancielles, ça veut dire elles ne se pratiquent pas à tous les moments, dans toutes les circonstances où on danse, mais on les retrouve quand même d'une manière un peu récurrente, je dirais. Alors on trouve une danse qui s'appelle danse arpodoufer, qui est un petit peu une danse-jeu par rapport à la gavotte, on se retourne à certains moments. On va trouver Gilles Godin, qui est là plus une ronde à permutation, mais les rondes à permutation, ça nous vient plus de la basse Cornouaille. Des rondes où on va danser, à un moment donné, on va tourner avec sa cavalière, puis la cavalière, on va la placer d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, suivant les communes. Donc, on appelle ça ronde à permutation. On va trouver aussi une danse importante dans la montagne qu'on appelle pache-pi, passe-pied en langue française. Pache-pi, c'est le terme est bretonnant. Sans doute que cette danse-là remonte très très loin dans l'historique de la danse, mais on n'a pas assez de preuves irréfutables pour dire que le pache-pi actuel qu'on fait dans la Haute-Cornouaille, dans la montagne, nous vient des passe-pieds du XVIIe, XVIe, voire un petit peu avant. On sait, il y a des traces que les passe-pieds, historiquement, ils remontent très très loin dans l'histoire de la danse. On pense qu'il y a eu des passe-pieds faits au même moment au milieu aristocratique et aussi dans le peuple, chez les paysans, mais on n'a pas assez de preuves et témoignages surtout pour savoir si c'est les mêmes qui étaient dansés. Mais les passe-pieds, pendant longtemps, ont été attestés comme des passe-pieds bretons, ce qui veut dire aussi qu'il y a quelque chose de particulier, spécifique quand même chez nous, et notamment dans la zone de la Haute-Cornouaille. Donc ce pache-pi là est une danse importante. À la terminologie pays nantais, j'ai préféré substituer celle de comté nantais, car je pense qu'elle colle, entre guillemets, mieux à la réalité sur le terrain, réalité historique, réalité humaine, plus que le simple fait de parler de pays nantais, qui est une notion assez vague. Lorsque les départements français ont été créés en 1792, après la Révolution française, notamment les 5 départements bretons, on peut dire que la Loire-Atlantique, qui au départ avait été appelée Loire inférieure, est le département qui correspond le mieux à l'identité de tout ce pays, lorsqu'on a en perspective les arts et traditions populaires. Même si un découpage tout à fait stupide et inepte, un découpage récent, a exclu la Loire-Atlantique de son pays naturel, on doit dire que sans Nantes, la Bretagne n'est pas la Bretagne. Pour le patrimoine dansé, de la danse populaire et traditionnelle, le comté nantais a ceci de tout à fait spécifique, c'est qu'il présente un panorama absolument complet de toute l'histoire de la danse européenne, de l'Ouest notamment, à partir de la Renaissance. On a dans le comté nantais un certain nombre de danses issues des branles de cette Renaissance, les branles simples et les branles doubles, que l'on danse à la fois dans le Pays guérandais et en Basse-Loire. Naturellement, la contredanse, danse venue des îles britanniques,
a donné au niveau de la forme tout un ensemble de danses et cette forme s'est superposée sur les pas anciens et on a ainsi des grands avant-deux qu'on va trouver notamment entre l'Erdre et la Loire. Nous avons aussi dans ce comté nantais les grands quadrilles qui sont issus des quadrilles du début du XIXe siècle. Alors soit ils sont présents en tant que quadrille complet à 5 figures, ou quelquefois ce sont des figures autonomes. On parle de quadrille démantelée. Et puis on va trouver aussi dans cette tradition toute la fin de l'histoire de la danse. Et on peut dire ici que polka, mazurka, valse, sacristain, toutes ces danses sont présentes dans le patrimoine dansé de notre comté nantais. On ne pouvait pas parler de danse et de répertoire traditionnel sans aborder les danses du pays de Quimper, dit pays glasique. Même si ces danses ne sont pas très connues, il faut savoir que c'est un terroir précurseur. A priori, c'est dans ce terroir-là qu'on aurait mis au point les bals et le jabada tels qu'on les connaît actuellement. Donc enclavé entre, au nord, le pays rousique, le pays de Châteaulin, à l'ouest, le Cap Sizun, au sud, le pays bigouden et à l'est, l'Avesnes, ce terroir influence d'une part et récupère également les traditions des pays voisins. Le fait d'avoir également Quimper en tant que capitale de Cornouailles ne fait qu'accentuer ce phénomène puisque c'est une grande ville, c'est également un lieu d'échange et de rencontre. À l'heure actuelle, les danses du pays glasique peuvent paraître modérées, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, en 1855, Bouette décrit ainsi la gavotte de Kerfeunteun. La gavotte, qui est l'ancien renandro aux courses en tournant, a un mouvement très vif et consiste à tourner d'abord en rond, puis à décrire 1000 tours et détours, suivant le caprice et l'habileté du meneur. Donc, à l'origine, on peut en conclure que la gavotte du pays glasique s'exécutait en rond, puis en chaîne longue. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que cette danse s'exécute par chaîne courte de 4 ou 6 danseurs. La forme moderne par couple n'est apparue qu'avec les concours. Le style de danse au pays glasique est en fait un mélange et récupère un petit peu les styles voisins. On retrouve l'énergie du pays bigouden, un style un peu plus coulé du pays de l'Avesnes, un temps important au temps 1 comme dans l'Avesnes, un peu plus allongé, et l'énergie également du Cap Sizun. Mais c'est pas toujours simple de danser glasique parce que justement on se trouve dans un terroir qui a récolté les influences et les styles des autres pays limitrophes. Le Penthièvre est un terroir totalement au breton. On y parle et on y a parlé pendant longtemps. Le gallo, qui est une langue romane. Le patrimoine dansé est très riche. On y trouve les formes anciennes, notamment dans le pays de l'Oudéac, où là on va trouver une forme ancienne de danse avec un pas ancien que l'on a appelé, enfin les spécialistes l'appellent comme ça, c'est le pas du branle du Poitou. Dans ce pays enclavé, naturellement, la danse est restée en rond. Et lorsqu'on va remonter vers le Haut-Penthièvre, le long de la vallée de l'Arguenon, on conserve le pas, et ce qui s'est passé aussi naturellement dans pas mal de terroirs de Haute-Bretagne, on va y adjoindre, y mettre la forme moderne, la forme de la contredanse. Si bien que tout le long de la vallée de l'Arguenon, on va danser quantité d'avant-deux avec ce pas ancien, avec la forme moderne, bien sûr, la forme de la contredanse. Dans le pays de Saint-Brieuc, c'est un petit peu à part, parce que si on y trouve la forme de la contredanse, là, ça n'est pas la forme de la contredanse anglaise comme dans le reste du Haut-Penthièvre, ou dans le Haut-Penthièvre, c'est plutôt la contredanse à la forme française, qu'on appelle le cotillon. Qu'est-ce qu'on trouve comme danse encore? On va trouver quelque chose d'assez important, qu'on a trouvé un peu dans le Rennais, mais qui a disparu, c'est cette fameuse danse qu'on appelle le passe-pied, qu'on danse dans le sud du pays de Saint-Brieuc.
que Noël Dufay a signalé, notamment dans le Pyrénées, bien sûr, et Madame de Sévigné tout autant. Bien, danse d'importation très célèbre dans le Penthièvre est la dérobée. Dérobée, une danse qui nous vient du nord de l'Italie, du Piémont naturellement. On avait un besoin en Penthièvre, les pardons, qu'on ne trouve pas seulement en Penthièvre, mais qu'on trouve en Penthièvre. On avait besoin d'une danse qui allait faire que la population qui était partie en procession le matin devait rentrer au bourg, et on s'est servi de ces danses qu'on appelle les dérobées. Plus tardivement, on va trouver une danse à la mode qui s'est beaucoup implantée dans ce terroir de Penthièvre, mais très tardivement bien sûr, puisque la danse est tardive. Il s'agit de l'aéroplane, et l'aéroplane qu'on va trouver dans nombre de petites paroisses des Penthièvres. Alors si on essaie de définir ce qu'est le Pays Vantais, à la création des anciens évêchés Broérec autrefois, Brojuinet comme on l'appelle maintenant, bon, ça, géographiquement, c'est limite. Du côté ouest, la rivière de Quimperlé. Du côté est, si on parle du Vantais bretonnant, la limite linguistique. Et au nord, déjà, on pourrait dire les confins des montagnes noires. Ça veut dire que le Pays Vantais, si on parle au niveau de la linguistique et de la langue, eh ben, le pays de Pontivy et le pays Pourlette qui font partie du Pays Vantais. Mais au niveau de la danse, ça va en être autrement, puisque le pays Pourlette et le pays pontivien sont plus des pays où on pratique la danse trot, la gavotte, donc plus un esprit cornoyer. Nous, on va plus s'attacher à parler du Pays Vantais au niveau de sa spécificité de la danse et des accompagnements. Donc, on va redescendre un petit peu vers le Pays de Beau. Alors, en Pays Vantais, on a des danses qui historiquement sont attestées très anciennes, on pourrait presque dire d'un passé assez archaïque, notamment quand on nomme la grande danse-mère, Endro, en cornouaille c'est danse trot, Endro chez nous, Anterdro, donc une danse comme Endro, de la même famille, ça veut dire des familles des branles de la Renaissance, donc un fond européen très ancien. Sont arrivées des danses plus récentes, plus modernes, fin 19e, début 20e, les danses notamment à l'aridaine, à l'aridondaine, ou à l'aridé, sans l'accent, c'est-à-dire des danses d'un passé beaucoup plus récent, et qui ont failli d'ailleurs détrôner Endro et Anterdro, puisque dans les laridés, des mouvements de bras particuliers, puis peut-être des tempos un peu, ou des tempi un peu plus vifs, ont fait que Endro et Anterdro ont été à un moment donné rangés un petit peu au second rang. Ça veut dire que c'est plus les jeunes générations qui ont imposé, si on peut employer ce terme-là, les laridés en Pays Vantais au début et après au milieu du XXe siècle. Donc ça, ce sont les danses principales en Pays Vantais.